La dernière trouvaille, c'est 500 000 Ouïghours esclaves dans les champs de coton. Je vous signale que s'il y a 500 000 Ouïghours esclaves dans les champs de coton, il doit falloir une armée pour les garder. On ne garde pas 500 000 esclaves avec un cow-boy à cheval. Rebonjour Maxime Vivas, alors nous revoilà assez vite pour parler de votre livre Ouïghours pour en finir avec les fake news. Vous nous avez parlé précédemment de l'escroc Adrian Zenz qui fait partie des sources les plus citées pour accuser la Chine d'un génocide, mais les autres sources ne sont apparemment pas mieux. Oui, il y a aussi des sources physiques. Il y a Gay McDougall, qui est une dame qui travaille dans une entreprise, une association qui fournit des rapports à l'ONU. Et puis il y a aussi un Américain qui est un écrivain qui s'appelle Utan Gutman et qui lui, depuis les États-Unis, voit tout ce qui se passe là-bas avec une lorgnette sans jamais y avoir mis les pieds. Et donc ces gens-là sont tous, quand on regarde bien, plus ou moins liés à une organisation qui s'appelle la National Endowment for Democracy, la NED, qui est la Fondation nationale pour la démocratie, et qui est une organisation dont j'ai démontré en 2007 déjà, dans mon premier livre sur Reporters sans frontières, que c'est une officine écran de la CIA. Je rappelle dans mon livre plusieurs exemples qui démontrent de façon irréfutable que la NED a été créée pour servir d'écran à la CIA, et d'ailleurs un rédacteur des statuts de la NED, son premier président, un ancien agent de la CIA, le New York Times, disent que la NED a été créée parce que la CIA ne pouvait pas donner directement de l'argent à des gens dont on verrait qu'effectivement l'argent venait de la CIA et ça aurait été suspect. Donc il fallait un écran, il fallait un paravent. Et chaque fois qu'il y a un pays dans lequel les États-Unis veulent créer des troubles, une révolution ou une révolution de couleur, chaque fois on voit que la NED est là et qu'elle subventionne. Et en plus, c'est pas très difficile de le faire. Je suis étonné que les journalistes ne le fassent pas. Je suis allé sur le site de la NED, qui est en plusieurs langues, y compris le français, donc il n'y a même pas d'erreur possible de traduction. Et j'ai trouvé combien ils avaient versé d'argent chaque année, au dollar près, à une organisation qui s'appelle le Congrès mondial Ouïghour, qu'on présente partout comme une organisation humanitaire de défense des pauvres Ouïghours. Donc ils sont subventionnés par la NED, qui est subventionnée par la CIA. Et puis il n'y a pas que celle-là, il y a plusieurs organisations comme ça qui sont financées par la CIA et qui interviennent au Xinjiang comme ils intervenaient ou ils interviennent encore au Tibet. J'en ai fait aussi la démonstration. Et comme d'ailleurs, entre parenthèses, ils financent Reporters sans frontières. Là aussi, dans mon livre sur RSF, j'ai publié au dollar près et année par année combien ils avaient reçu d'argent de la NED. Donc il y a toutes ces organisations-là qui sont des organisations suspectes. Et si la presse était bien faite en France, les journalistes feraient ce que j'ai fait, c'est pas très difficile, c'est pas très chronophage. Ils iraient sur le site de la NED ou sur le site du Congrès mondial Ouïghour et ils verraient combien ils ont reçu et depuis combien de temps. Et alors, il y a quand même un proverbe qui dit que celui qui paie l'orchestre choisit la musique. Et donc, pourquoi ils donnent de l'argent au Congrès mondial Ouïghour? Eh bien, là aussi, si on va sur le site de la NED, on voit qu'ils versent l'argent, mais en contrepartie, ils demandent au Congrès mondial Ouïghour d'intervenir auprès du Parlement européen, auprès de l'ONU, d'aider les organisations de défense des Ouïghours, de faire des recherches documentaires qui serviront de preuves, etc. etc. Il y a la liste complète dans mon livre. C'est effarant à quel point ils reçoivent de l'argent de la CIA, ils doivent rendre des comptes après, ce qui est normal. Donc il y a toutes ces organisations-là qui ne sont pas fiables, il y a ces individus-là qui ne sont pas fiables. Il y a dans le théâtre grec, on dit « de quel Dieu me parles-tu » Voilà, de quel Dieu me parles-tu? Si tu me parles depuis la CIA, ta parole n'est pas aussi crédible que si tu me parles depuis ton cœur, ou une organisation humanitaire. Et ça, cette question-là n'est jamais posée. De quel Dieu me parles-tu? Elle n'est jamais posée. Et dans toutes les émissions de télé ou de radio que j'ai vues sur le Xinjiang, j'ai jamais vu un journaliste qui posait la question. De quel Dieu me parlez-vous? Quand ils ont un témoin ou une femme souvent qui arrive, qui dit j'ai été persécuté, violé, stérilisé, etc. On leur demande jamais, mais c'était quand? C'était où? À quel endroit précis? Comment s'appelaient vos bourreaux? Comment s'appelaient vos camarades d'infortune? Ils ne le font pas. Il faut toujours rester dans un flou, parce que chaque fois qu'ils ont eu l'imprudence, ces témoins, de ne pas être assez flous, chaque fois qu'on a pu remonter à la source, on s'est aperçu que c'était un mensonge.
Il y a eu notamment un témoin qui avait raconté comment une femme ouïghour avait disparu. On ne savait plus où elle était passée, elle a disparu depuis des mois. Mais il avait été trop précis et on avait pu retrouver l'endroit où elle vivait. Et là, les Chinois ils sont allés pour lui apprendre qu'elle avait disparu. Voilà, et puis il y a eu aussi les fameuses photos prises par satellite là, de camps de concentration. On voit des photos. Et malheureusement, les gens qui ont publié ces photos ont oublié d'enlever sur la photo les indications des longitudes et latitudes. Ce qui fait qu'on peut trouver l'endroit précis où la photo a été prise. On voit un bâtiment, on peut y aller, on y va. À 1 mètre près, on sait où c'est. Les Chinois ont fait ça, ils sont allés et ils ont photographié une école, un bâtiment administratif, un complexe sportif, etc. Donc, chaque fois qu'on peut vérifier de près, on s'aperçoit que c'est un mensonge. Et ensuite, il y a aussi un procédé nouveau maintenant qui est lié à une application informatique qui s'appelle InVid, INVID. Et InVid est un procédé qui permet, à partir d'une photo, d'une vidéo, de remonter la source. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Maintenant, je cite dans mon livre l'exemple, parmi beaucoup d'autres, d'une femme ouïghour, le visage tuméfié en sang, qui est attachée à une chaise, la main attachée sur un tabouret, pendant qu'un tortionnaire rang lui arrache les ongles. Cette photo-là a circulé partout. Grâce à InVid, on remonte à la source et on apprend que c'est une photo qui a été tournée en studio aux États-Unis et que la Ouïghour est une comédienne, une artiste. C'était pour illustrer un petit peu cela, mais c'était un montage. Il y en a eu comme ça beaucoup. Et ça maintenant, les photos, on ne peut plus en user comme on le faisait il y a quelques années. Il reste par contre les témoins qui viennent pleurer en disant « oui, ça m'est arrivé, j'ai été stérilisé, torturé ». Et ça, évidemment, on aura plus de temps, il faudra beaucoup plus de temps pour essayer pour prouver que ce sont des mensonges. Alors, comme vous l'avez dit dans votre livre, le Xinjiang est une région d'où part la nouvelle route de la soie et est donc de plus en plus développée malgré les attentats terroristes et le séparatisme islamiste. Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Alors, d'abord, il faut savoir que la route de la soie, c'est un projet pharaonique. C'est un projet immense. Et je crois que en somme investie, c'est à peu près 10 fois le plan Marshall qui avait été mis en œuvre en Europe par les Américains pour soutenir l'Europe qui avait été dévastée par la guerre. Donc c'est un truc pharaonique, c'est très très important. Qu'est-ce qui se passe au Xinjiang? Moi, ce que j'en ai vu, parce que j'y suis allé 2 fois et que je m'intéresse à ce pays depuis maintenant plus de 4 ans, 5 ans, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a effectivement un développement rapide qui se fait parce qu'il y a des aides du gouvernement chinois. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une région sensible. D'abord, elle a 8 frontières, dont une frontière avec le Pakistan et une avec l'Afghanistan. C'est les Ouïghours qui représentent à peu près, même un peu plus de la moitié de la population sont musulmans. Et ils sont travaillés effectivement par les islamistes radicaux et puis aussi par la CIA qui leur fournit et de l'argent et des manuels islamistes radicaux haineux extrémistes. Donc il y a ce problème-là que rencontre la Chine. Et pour y faire face, elle essaie financièrement de plusieurs choses. D'abord de combler le retard économique, la pauvreté, en construisant des usines, des voies de communication, des écoles. Et puis ensuite, elle essaie aussi, et à mon avis, elle le fait avec beaucoup d'efficacité, de contrôler les fanatiques islamistes, ceux qui ont commis des attentats, ou ceux qui pourraient en commettre aussi. Parce qu'il ne faut pas être angélique. Il n'y a pas d'un côté les Ouïghours qui sont des anges, et puis les Chinois, les autres, les Han, qui sont des méchants, et ni l'inverse. Il y a une partie des Ouïghours qui est une minorité, qui est islamiste, mais il suffit d'une minorité pour créer le terrorisme. Et de l'autre côté, il y a tout le gouvernement chinois qui est vent debout contre ces gens-là pour les empêcher de nuire. Et donc il y a des contrôles tatillons. Et moi j'ai vu ça, j'ai vu quand même pour se déplacer sur la route, il y a des checkpoints. Ça n'existe pas en France. Il y a des codes QR collés sur des maisons dans les campagnes. Pour avoir une carte SIM, il faut donner son passeport et remplir des formulaires, etc. Il y a des choses comme ça qui montrent bien que tout ça est surveillé et surveillé de près. Donc il y a ces 2 choses-là. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les discriminations positives. Moi j'ai vu ça 2 fois. J'ai vu je raconte dans mon livre d'ailleurs, une Ouïghour, une chef d'entreprise ouïghour dans un petit village là, qui n'avait pas fait d'études, mais à qui le gouvernement a permis de monter une usine textile de fabrication de
survêtements, je crois. Oui, survêtements. Et donc, elle a créé cette entreprise dans son village, elle emploie 40 ou je ne sais plus villageoises qui travaillent là, qui du coup ont du boulot. Et elle, avec son salaire de chef d'entreprise et une bourse que reçoit son fils, son fils peut faire des études à l'étranger. Ce qui est pour elle une promotion tout à fait inespérée. Dans une région où les gens étaient un peu dans une pauvreté durable, et avec, en plus, il faut le dire aussi, avec une connaissance du ouïghour comme langue principale et unique. Et moi, il m'est arrivé de vouloir poser une question à un ouvrier sur son poste de travail. J'ai demandé à mon interprète, et puis le gars il ouvrait des yeux comme ça, parce qu'il ne parlait pas de mandarin. Heureusement, il y avait une journaliste kazakh qui parlait le ouïghour. La journaliste kazakh a posé la question à l'ouvrier qui parlait le ouïghour, et puis elle a traduit en mandarin à mon interprète, qui a traduit en français. En fait, c'était un truc tout à fait incroyable. Et j'ai un copain qui s'appelle Zheng Ruoling, qui est journaliste chinois, mais qui a été pendant 20 ans en France. Il a écrit un bouquin chez De Noël qui s'appelle « Les Chinois sont des hommes comme les autres ». C'est terrible d'être obligé d'écrire un livre comme ça. Hein. Les Chinois sont des hommes comme les autres. Ça veut dire qu'en fait, en France, on pense que peut-être ce ne sont pas des hommes comme les autres. Zheng Ruoling raconte que la région autonome du Xinjiang, c'est une région autonome. Quand l'assemblée des élus se réunit, il faut 5 interprètes pour qu'ils se comprennent. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal qu'il faille 5 interprètes? Alors, les Chinois essaient d'apprendre le mandarin à l'ensemble du Xinjiang, à l'ensemble de la population. C'est ce qu'on appelle chez nous des camps d'endoctrinement, concentration, etc. Ce sont des écoles, en fait, dans lesquelles on apprend aux gens à la fois leur langue, la langue de leur pays, et aussi il y a des cours d'instruction civique. Je ne sais pas si on en parlera, mais ça s'est fait chez nous à une autre époque. Oui, d'ailleurs, vous comparez dans votre livre cette politique d'alphabétisation de masse avec celle de la Troisième République en France qui s'était mise en place à la fin du XIXe siècle. Voilà, et en fait, dans les années 1880, la France a voulu créer un État laïque. La loi sur la laïcité est arrivée en 1905. Mais en 1880, déjà, il y a eu la volonté de créer des écoles et d'arracher l'enseignement des mains de l'Église catholique. Donc, dans chaque village de France, on a bâti une école avec des instituteurs laïques et qui apprenaient un petit peu à la fois aux enfants le français, leur pays et aussi ce qu'était la République. Imaginez que vous transférez ça en Chine. On les oblige à apprendre le mandarin, on leur bourre le crâne avec la République chinoise, etc. C'est ce qu'ils font d'ailleurs, les anti-chinois. Donc, nous, on a fait ça, on a appris au français, et en France, à cette époque-là, quand ces écoles laïques ont été construites, quand elles ont commencé, il y avait sur le territoire français 50 langues qui se parlaient, plus 40 dans les départements et territoires d'outre-mer. C'est beaucoup quand même. Voilà. 50 langues, parce que moi je suis à Toulouse ici, il y a un patois ici, un occitan, mais ce n'est pas le même que celui de Montpellier ou de Nîmes ou de Marseille. Voilà. Donc il y avait comme ça 50 langues différentes. Il fallait à un moment donné uniformiser tout ça pour créer une nation. Donc la France l'a fait, et peut-être que les plus anciens, nos grands-parents se rappellent que les enfants qui, à l'école, essayaient de parler occitan ou breton, se faisaient punir. C'est fait vraiment par la violence. Il a fallu imposer aux enfants l'usage d'une langue prioritaire. Malheureusement, en France, on a été beaucoup plus loin, on a éradiqué les autres langues. Ce qui ne se fait pas dans les républiques autonomes de Chine. Moi, je suis vu au Tibet. Au Tibet, notamment, ce sont les deux langues, le mandarin et le tibétain. Les enseignes des rues sont en tibétain et en mandarin, les poteaux indicateurs en tibétain et en mandarin, l'école s'est fait jusqu'à la fac en tibétain. Donc ils n'ont pas voulu tuer les langues, simplement ils ont voulu qu'il y ait une langue majoritaire. Et donc c'est ce qui se fait là-bas. Et en même temps, effectivement, nous on a voulu que l'école soit un facteur de laïcité, c'est-à-dire que toutes les religions sont autorisées, elles sont reconnues, mais aucune religion ne fait la loi. C'est la République qui fait la loi. Les religions doivent rester dans les églises, les monastères, les temples, les synagogues. Elles ne doivent pas rentrer dans le Parlement. Et donc, c'est ce que sont en train d'essayer de faire les Chinois avec le Xinjiang, où en fait, il y a des velléités que la religion impose sa loi aux gens alors pas uniquement aux Ouïghours d'ailleurs, parce qu'en fait si par malheur les séparatistes et les islamistes radicaux Ouïghours prenaient le pouvoir du Xinjiang, toute la population, y compris ceux qui ne sont pas Ouïghours et qui ne sont pas musulmans, serait obligée de se soumettre à la loi de la charia. Moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je suis laïque, je suis athée, et
Et ce que j'ai vu au Tibet et ce que j'ai vu au Xinjiang m'a chaque fois fait un peu peur. J'ai trouvé qu'en fait chez nous, il se passe des choses de là-bas que chez nous, ils ne seraient pas tolérés. L'abondance des moines et des monastères au Tibet, c'est un truc tout à fait démentiel. Le Dalai Lama a dit qu'en fait, la religion est opprimée parce qu'on a réduit le nombre de moines, mais en fait, c'est comme si encore chez nous, il y avait 60 curés par village. C'est beaucoup trop, et puis ils ne travaillent pas là-bas. Ils sont nourris par les habitants. Donc les temples sont pleins au Tibet et au Xinjiang. Il y a des mosquées un peu partout. Moi j'ai visité la mosquée de Kashgar, c'est la plus grande mosquée du Xinjiang. Elle peut accueillir 10 000 fidèles, plus que Notre-Dame de Paris. Donc la religion n'est pas interdite. Simplement, ce qui est interdit, c'est qu'on veuille imposer la religion à ceux qui ne veulent pas et qu'on veuille imposer la religion à la République. Voilà. Que la charia soit la loi du Xinjiang. Ça ne se fera pas. Mais ça ne pourrait se faire que par la violence. Alors pourquoi personne ne réagit à cette propagande de guerre anti-chinoise en Occident? Alors, vous faites bien de lire en Occident parce que, en fait, moi souvent, ici, quand je parle du Xinjiang, on me dit, mais Maxime, tu ne te sens pas un peu seul? Il n'y a que toi qui parles comme ça. L'ensemble des médias, pratiquement, et puis de la classe politique, dit ce qu'on entend, qu'en fait, le génocide des Ouïghours. Alors, en fait, je ne suis pas seul. Quand l'Allemagne, au mois d'octobre 2020, essaie de faire voter une motion contre la Chine sur le problème des Ouïghours à l'ONU, il y a 39 pays qui la votent. Il y a 193 pays à l'ONU. Il y a 39 pays qui la votent. Donc la majorité des pays du monde ne sont pas d'accord avec cette propagande occidentale. C'est une propagande occidentale, et à vrai dire, c'est quoi? C'est les États-Unis, ce que nos médias appellent la communauté internationale. C'est monstrueux. En fait, ce sont les États-Unis, puis après, une partie de l'Union européenne, pas toutes. C'est l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, enfin quelques pays comme ça. Et puis après il y a l'Australie. Mais en fait, ce sont quand même une minorité. Et en population mondiale, ils sont très très minoritaires. Mais il est vrai que chez nous, il y a unanimité. En fait, dans la presse, on ne peut pas trouver quelqu'un qui implorait le conditionnel. Qui dirait les Ouïghours seraient employés comme esclaves dans des champs de coton. Non, c'est pas ça. Ils sont employés, puis on met une photo d'un champ de coton. C'est pas des esclaves, mais c'est un champ de coton. Donc il n'y a pas de conditionnel, c'est dans nos médias. C'est Goebbels qui disait ça, hein. Répéter un mensonge 1000 fois et puis ça devient une vérité. Et le problème c'est bien ça, c'est qu'un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait comme ça? C'est très difficile. Moi j'étais assez pessimiste sur le temps qu'il faudra pour que ces mensonges apparaissent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des mensonges. Ce sera assez long. Moi je suis un peu comme le gars qui rentre dans une salle là où les savants et les curés sont en train d'étudier sur une table la planéité de la planète, et moi je rentre avec mon globe. Alors là évidemment je vais me faire virer, c'est clair, parce qu'en fait on sait depuis des siècles, et tout le monde sait, les savants, les curés, la foule, tout le monde sait que la Terre est plate. Alors vous pointez à votre globe, là ça ne va pas du tout. C'est ce qui se fait actuellement, mais c'est ce qui se fait en Occident. Dans les autres pays, ce n'est pas pareil. On sait que ce n'est pas vrai, ce qu'on raconte sur les Ouïghours. Vous voulez voir un échantillon de ce qu'on dit sur les Ouïghours? Vous voulez que je vous fasse peur un petit peu là? Oui, allez-y. Alors, mais je ne vais pas tout vous lire, hein, parce qu'en fait il y en a 2 pages, vous allez voir. La langue, la culture, l'écriture, les coutumes, la religion ouïghour sont éradiquées, tandis que sont arrangés des mariages forcés entre Ouïghours et Han. On peut être emprisonné pour avoir refusé de manger du porc, de boire de l'alcool, de saluer un officiel. Des milliers, des centaines de milliers, 1 million, 2 millions, 3 millions même de Ouïghours sont incarcérés dans des dizaines, des centaines, des milliers de camps de concentration où les détenus sont privés de sommeil, de nourriture et sont forcés de manger du porc et de boire de l'alcool, porter une longue barbe, arrêter de fumer ou de boire, étudier l'arabe et prier devant les mosquées pour vous conduire en prison, à la déportation, voire à la mort. Je vous saute et je garde juste la dernière qui est pas mal. Les exécutions de masse ne semblent pas être des scénarios tout à fait inenvisageables. Voilà. Donc j'en ai 2 pages comme ça, des choses que les gens sortent comme ça, aucune n'est vérifiée, aucune n'est crédible. Et en plus, moi, dans ce que je viens de vous lire, il y a des choses qui sont affirmées dont je sais que c'est faux parce que je l'ai vu. Le fait de porter la barbe, vous conduire en camp, j'ai vu des Ouïghours qui portaient la barbe. J'ai vu des Ouïghours prier dans la rue. Enfin, tout ça, comme ça, il faudrait beaucoup de temps pour démentir tous ces mensonges. Et puis, je voudrais aussi peut-être vous lire un autre champion là,
de la désinformation, c'est quand même quelqu'un qui est important. Il s'appelle Mike Pompeo. Alors il était, jusqu'à ces derniers jours, il était le secrétaire d'État de Trump, donc quelqu'un, c'est-à-dire le ministre de la guerre. Hein. Alors voilà. Voilà. Alors Mike Pompeo, devant les étudiants de l'Université du Texas, le 15 avril 2019, il évoquait son expérience de directeur de la CIA de 2017 à 2018. Et il dit, nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé. Et ensuite il ajoute, c'était comme si on avait été entièrement formé pour cela. Voici un des hommes qui est une des sources des campagnes anti-chinoises. Lui-même vous dit, en fait, on a été formé pour mentir. C'est extraordinaire. Du coup, à votre avis, la France a-t-elle intérêt à suivre les États-Unis dans leur guerre économique contre la Chine? Alors, il y a une guerre, c'est pour le leadership, en fait, entre la Chine et les États-Unis. C'est à qui sera le premier. Alors, moi, ma conviction, c'est que les États-Unis sont sur le déclin. Ce déclin pourrait s'accélérer d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a un peu tout qui se casse la gueule chez eux. Et puis que la Chine est en pleine progression. Et je crois que leur PIB augmente. Ils ont créé quand même des moyens pour qu'en fait, ils ne soient plus dépendants, comme on croit qu'ils le sont, du commerce extérieur. Ils ont un commerce intérieur, comme ça, un marché intérieur qui les préserve de tout le reste. Donc c'est une question pour savoir quel est le pays qui va être le chef de file. Hein. Il y en a un qui va être chef de file. Les Chinois disent qu'en fait ce qu'ils veulent, eux, c'est œuvrer pour une communauté de destin. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent, c'est ce que dit Xi Jinping, que le bonheur du monde sera le bonheur de tous les pays du monde, et non pas avec un pays qui va imposer sa loi aux autres. Depuis sa création, pratiquement, les États-Unis ont toujours été en guerre. Et en général, contre un pays lointain et assez petit. Et là, ils tuent tout le monde, ils prennent les ressources, etc. La Chine n'a pas fait ça. Ça fait quand même plus de 40 ans, ou plus de 50, qu'elle n'a pas mis un de ses soldats dehors pour tirer sur quelqu'un. La Chine n'a pas de base militaire aux frontières de l'Europe, elle n'en a pas aux frontières des États-Unis. Les États-Unis ont des bases militaires nombreuses en Europe, aux frontières de la Russie, aux frontières de la Chine, et puis aussi en Amérique latine, dont une d'ailleurs est posée sur un territoire ennemi qui est Cuba. C'est le plus Cuba est le seul pays qui a une base militaire d'un pays ennemi chez lui. Voilà. Donc il y a dans cette guerre-là, entre la guerre, pour savoir qui va être le premier ou le second, la France, nous on n'est pas preneurs. On n'essaie pas d'être troisième, ni premier ni deuxième. C'est un conflit qui est entre eux. Nous, ce qu'on a intérêt à faire, c'est de se tenir à l'écart de ça, et surtout de ne pas soutenir la politique belliciste des États-Unis. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ma conviction, c'est qu'on aura affaire bientôt, et peut-être très bientôt, avec les Chinois en France. Ils arrivent, la route de la soie, ils sont nombreux, ils sont formés, ils forment des ingénieurs par millions, donc on rencontre de plus en plus qui parlent un français impeccable, ils vont arriver comme ça, donc il va falloir qu'on discute avec eux et qu'on fasse du commerce avec eux. Et donc on n'a pas intérêt comme ça à s'en faire des ennemis, d'autant plus qu'en Chine les Français ont une cote d'amour. Les Chinois aiment les Français. Autant les Français se méfient, on leur apprend à détester les Chinois, autant les Chinois aiment les Français. Vous savez, c'était Malcolm X qui disait, si tu ne te méfies pas des médias, ils te feront aimer l'oppresseur et détester l'opprimé. Il y a une inversion comme ça. Donc on va aimer d'un seul coup l'Amérique, et puis on va se mettre à détester la Chine, alors qu'il n'y a aucune raison. Encore une fois, la Chine n'a jamais eu de conduite belliciste à l'égard de la France. Les Chinois adorent la France a tendance à détester la Chine, et en particulier une grande partie de la gauche française, dont Clémentine Autain, que vous épinglez dans votre livre. Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus? En fait, il y a toute une partie de la gauche française qui est idéologiquement décérébrée, dévertébrée, et qui fonctionne à l'émotion. À un moment donné, l'ensemble des médias parlant du sort des Ouïghours, du génocide des Ouïghours, il y a un certain nombre d'hommes politiques qui pensent que c'est porteur, politiquement, électoralement, de se joindre à ça. Et Clémentine Autain, effectivement, a fait signer une pétition contre la Chine. Elle a créé ou co-créé un groupe, une association de 55 députés anti-chinois, et puis elle a interpellé vigoureusement le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, sur les Ouïghours. Elle l'a fait en des termes d'une grande vigueur, à tel point que Le Drian, c'était assez plaisant de voir ça, a répondu avec beaucoup de politesse et de prudence. Il n'a pas repris ces termes, et puis il a dit qu'il faudrait qu'il y ait une commission de l'ONU, une mission de l'ONU qui aille se rendre là-bas.
entre parenthèses, s'il faut qu'une mission de l'ONU s'y rende, c'est bien la preuve que l'ONU ne s'est pas prononcée contre le... Voilà, donc, voilà. Et je parle de l'ONU, je pourrais parler aussi, je le dis dans mon livre, de la Banque mondiale. La Banque mondiale a prêté 50 millions de dollars au Xinjiang pour créer des collèges. Et puis elle est avertie par ces bandes de rigolos qu'en fait ces 50 millions de dollars servent à créer des camps de concentration. Alors elle envoie une équipe d'enquêteurs là-bas, elle enquête, et puis après elle dit non, mais les allégations ne sont pas vraies. Voilà. Et puis même elle va plus loin, elle dit, et puis pour le reste des travaux, de temps en temps on enverra des enquêteurs. Donc la Banque mondiale dit que ce qu'on dit sur les camps de concentration et sur l'usage de son argent est faux. Et puis je vais revenir aussi sur les prélèvements d'organes, parce que les Chinois étant des monstres, qui détestent les Ouïghours parce qu'ils sont Ouïghours, ils font des prélèvements d'organes sur les enfants Ouïghours qui sont ou amputés ou quelquefois qui meurent. Le responsable de l'OMS, du groupe des experts en matière de prélèvement d'organes, dit que c'est pas vrai. C'est l'OMS, voilà. Mais c'est pas Libération, c'est pas Le Monde, c'est pas l'Obs. Eux, ils savent, sans avoir mis les pieds, que tout ça est vrai. Voilà. Donc on a comme ça des déferlantes de mensonges qui deviennent vrais si on n'essaie pas d'aller aux sources, de voir qui peut avoir dit autre chose. Moi, je l'ai fait. Je suis allé voir l'ONU, je suis allé voir de la Banque mondiale, je suis allé voir du côté de l'OMS. Si je l'ai fait, pourquoi les journalistes ne le font pas? C'est leur travail. À votre avis, quel est le devoir des progressistes et des hommes de paix en Occident face à un tel déferlement médiatique? La réponse, c'est qu'il faudrait se rappeler de ce que disait Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. Il faut être courageux, parce qu'on est effectivement, un peu seul quand on parle comme je le fais. Hein. Il faut avoir le courage de le faire, et après on verra si la vérité sortira du puits, et on verra en quelle année, en 2022, 2025, en 2050, ou dans 3000, on ne sait pas. Enfin, elle sortira du puits, c'est sûr. Moi je sais que avec le temps, tout ce qu'on dit sur les Xinjiang va se révéler faux, parce qu'on va voir la population qui va continuer à croître. Alors où est le génocide? On va voir qu'en fait le niveau de vie va augmenter. Alors où est l'oppression? On va voir que les Ouïghours vont continuer à parler leur langue, à pratiquer leur culture. Moi j'ai vu quand même des spectacles culturels ouïghours, j'en ai vu beaucoup quand même là-bas. Voilà. Donc on ne pas me dire que la culture est éradiquée. Donc, enfin, voilà. Donc tout ça, ça verra peut-être assez rapidement. On verra un niveau de vie qui va croître. Les Chinois sont quelquefois là-dessus spectaculaires dans la vitesse dans laquelle ils vont. Avec Thérèse, on a vu un château viticole. On nous avait dit, vous allez visiter une ferme viticole, vous allez voir, et puis il y a un château. Alors nous, on passait un château comme ils font ici, là. Ici, c'est des maisons un peu améliorées, ou quelquefois, on appelle ça château. Et puis, quelquefois, dans le Médoc, ou dans le Bordelais, il y a des châteaux qui ne sont pas forcément des châteaux, ce sont des grandes fermes, etc. Nous, on croyait voir ça. On arrive dans la ferme, puis on voit un château de la Loire, un truc comme ça, avec des escaliers monumentaux à côté, des jets d'eau devant, un truc comme ça, c'est incroyable. On dit, mais c'est quoi ça? Vous avez fait ça quand? Mais le mec, il dit, la décision a été prise en 2012, en 2016, il était fini. En 4 ans, ils font un château de la Loire. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils font. Et en 2 ans, puisque j'ai fait 2 visites, en 2 ans, il y a des choses comme ça. On voit des immeubles, des maisons qui sortent de la terre. On voit des routes qui se construisent. C'est comme ça. J'ai vu l'habitat rural des Ouïghours. Alors ça, c'est terrible. On pourrait en parler pendant 1 heure. Ils disent, voilà, ouais, puis en fait, on détruit leur habitat. Oui, on détruit leur habitat. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu dans un village des espèces de taudis en terre, un bas de plafond avec une poutre en bois tout tordu dans lequel on rentre. Ce sont des taudis. Hein. Et puis à côté, parce qu'ils ne veulent pas les déplacer comme chez nous on le ferait, hein, à côté, il y a le même, mais en béton, et mieux, avec l'eau, l'électricité, le sanitaire, la télévision, une cour devant, c'est le même style, hein, sauf que c'est mieux, c'est un peu plus grand, etc. Et donc ce que disent les médias, c'est qu'en fait, on détruit leur habitat, oui, on détruit les taudis, voilà. Et donc ça, je l'ai vu aussi. Et quelquefois, je me dis que les gens qui disent des choses pareilles, ou bien ne l'ont pas vu, ou bien une volonté de mentir. Je pense qu'ils ont une volonté de mentir parce que c'est plus porteur. Voilà, c'est porteur de mentir sur la Chine, puisque la Chine est un pays qui n'est pas comme les nôtres. Les mecs, d'abord, ils ont les yeux bridés. Donc, on voit un petit peu à quel point ils ne sont pas comme nous.
Donc la Chine, vous l'avez clairement dit, se développe à un rythme très soutenu. Elle a sorti plus de 700 millions de personnes de la pauvreté et ne se laisse pas marcher dessus sur le plan géopolitique. Est-ce que cette Chine est un danger pour le monde entre guillemets libre ou bien elle peut être un allié potentiel? Alors, le danger pour le monde, c'est un pays qui dit qu'il veut diriger le monde. Bush avait dit, quand les Twin Towers étaient tombés, il avait dit que l'armée des États-Unis était prête à frapper 60 pays dans le monde. 60 pays. Donc en fait, ils sont bellicistes. Et puis encore une fois, ils ont 700, entre 700 et 800. Bon, le chiffre peut varier, on peut discuter de 700 et 800 bases militaires à travers le monde, ils en ont partout. Voilà. Et puis ils sont toujours en train de faire la guerre. Donc le danger, c'est eux, c'est pas nous. C'est pas la Chine non plus. Voilà. Donc la Chine a choisi un autre type de développement, c'est un développement économique dans la paix. Voilà. Donc en fait, ils ne cherchent pas, d'ailleurs ils s'investissent peu dans les grands combats comme ça, guerriers ou politiques. En fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est pouvoir garder la paix pour pouvoir développer leur pays. Parce que leur pays encore reste à développer. Il y a des endroits ou des secteurs dans lesquels c'est spectaculaire, le développement. Hein. Là, ils ont actuellement, dans le livre, je crois que je dis qu'ils ont 20 000 km de lignes TGV. Maintenant, c'est 29 000. Et je crois qu'ils annoncent pour l'an prochain, dans 2 ans, 39 000. Et ils sont en train de mettre au point un système, un TGV qui n'est pas sur rail, qui n'est pas sur roue, mais qui est pas sur Cousender, voilà, donc, et qui va se déplacer à 900 ou 1000 km/h. Donc ce truc apparemment techniquement est prêt. Donc voilà, il y a davantage de TGV actuellement en Chine que dans le reste du monde. Donc il y a des choses comme ça, ils sont très très rapides, puis il y a des villes dont on ne sait même pas le nom, hein, qui ont 2 ou 3 millions d'habitants, dans lesquels il y a des métros magnifiques, des choses comme ça. Donc en fait, c'est parce qu'ils sont nombreux, mais c'est pas tout, c'est parce qu'ils sont nombreux et ils ont acquis des compétences aussi techniques. Hein, voilà. C'est pas comme c'était sous Mao, où c'était un pays de paysans. Les gens savaient labourer le champ. Maintenant, c'est pas ça. Ils ont acquis des connaissances terribles. On voit bien d'ailleurs dans la matière spatiale ce qu'ils peuvent faire. Ils ont mis au point, je crois, un ordinateur qui peut résoudre en 40 secondes des calculs qu'il faudrait 40 milliards d'années pour résoudre. Voilà, donc des choses comme ça. Donc en fait, c'est tout à fait étonnant. Et puis il y a une accélération qui est faite du fait qu'en fait, ils ont de plus en plus d'ingénieurs. Voilà. Donc ils vont aller beaucoup plus vite. Alors, les États-Unis ont la Silicon Valley, dans laquelle ils font venir des spécialistes du monde entier, mais à un moment donné, j'attends le jour où les spécialistes vont aller en Chine. Ça va être peut-être plus porteur. Vous savez, les salaires des Chinois, là aussi, il y a quand même des retards à l'allumage dans ce qu'on sait. On dit que les Chinois ils travaillent pour un grain de riz par jour. Le salaire des Chinois, depuis des années, est supérieur à celui d'une partie des pays de l'Europe, comme l'Albanie, la Roumanie, la Lituanie. Voilà. Les salaires des Chinois sont inférieurs de 20% seulement au salaire des Portugais. Mais ça évolue très vite et bientôt ils vont être au même niveau. Voilà. Donc voilà, il y a tout ça, il y a des choses qu'on ne nous dit pas, parce qu'en fait, quand on parle de la Chine, il faut toujours répondre à des accusations sur le problème de la démocratie. Il faudrait aussi voir un petit peu comment ce pays se développe. Et en France, il y a un homme politique qui a une vision claire de ce qu'est la Chine. C'est un homme politique qui y va depuis 40 ans, 4 fois par an. Et vous allez bondir, c'est Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre que j'ai combattu. Et que je déteste tout ce qu'il dit sur la France, hein, mais qui sur la Chine a une vision claire et qui à mon avis est une position dont la France devrait s'inspirer, et qui est la suivante. La Chine, c'est un parti communiste de 90 millions de personnes, 90 millions, on ne peut rien y changer. Par contre, c'est une industrie, un capitalisme libre, et c'est avec eux qu'il faut travailler. Je trouve que c'est exactement ce qu'il faut faire, et donc on ne va pas somnibuler sur la démocratie, d'autant plus que la démocratie en Chine, entre parenthèses aussi, elle s'améliore. Il ne faut pas croire, c'est pas une pierre figée, hein. Il y a une progression qui n'est pas celle qu'on voudrait nous, mais qui est la leur. Hein. Mais enfin voilà, c'est pas stagnant. Voilà. Et du point de vue économique, eh bien, il y a une grande liberté. Les grandes directives sont données par le Parti communiste. Hein. Et après, les gens, à l'intérieur de ça, se débrouillent. Et puis apparemment, ils se débrouillent bien, parce qu'en fait, vous le disiez, en 25 ans, ils ont sorti de l'extrême pauvreté plus de 600 millions de personnes. C'est l'équivalent de la population de l'ensemble de l'Afrique noire. Alors ça aussi, quand on parle de démocratie et de liberté, moi j'aime bien quand on parle de liberté, qu'on la définisse.
Parce que la liberté pour des individus qui meurent de faim, c'est aussi important pour moi que la liberté de pouvoir lire le Figaro ou Le Monde. Voilà, donc il y a tout ça, il faudrait peut-être faire un mix, mais elle ne le fait pas. Et voilà, je crois qu'il y a des libertés fondamentales qui est celle de pouvoir apprendre à lire, à écrire, être logé, ne pas mourir de faim. Et ça, je crois que les Chinois sont en train ont déjà donné ces libertés-là à toute la population, comme les Cubains d'ailleurs. Les Cubains ont fait ça aussi. Hein. Mais c'est sûr qu'à Cuba, on ne peut pas lire l'équivalent du Figaro ou du Monde. Bon, c'est dommage. On pourrait expliquer un jour pourquoi, mais ce n'est pas le but. Alors vous venez d'évoquer Le Figaro, Le Monde et Libération. Par qui sont-ils détenus? Sont-ils fiables? Et est-ce que c'est une presse libre? Alors, 90% des médias en France, on le dit assez souvent, hein, sont détenus par 9 milliardaires. Les autres 10% ne sont pas détenus par des gens de gauche ou par des prolétaires, il y en a quelques-uns, par beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui reste comme journal d'opinion en France? Il reste l'Humanité, proche du Parti communiste, La Croix, proche du Vatican. Ce sont 2 journaux d'opinion. Tout le reste, ce sont des journaux qui ont aussi une opinion, mais qui est une autre opinion. Donc même s'ils n'appartiennent pas à des milliardaires, en gros, la quasi-totalité des médias en France, ce sont des médias de la pensée unique. Donc qu'est-ce qu'on peut savoir sur la Chine en lisant ces médias? Pas grand-chose en vérité. Voilà, donc, d'ailleurs, dans mon livre, je cite des exemples. Il y a un exemple qui me frappe beaucoup, c'est l'acharnement virulent et en avant-première de Libération. Libération est un journal qui a été créé par Jean-Paul Sartre, qui était Mao entre parenthèses. Bon, maintenant c'est devenu un journal anti-chinois, mais avec une telle répétitivité, une telle force, que je me demande pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi. Voilà. Quand Reporters sans frontières mène des campagnes contre Cuba et contre le Venezuela, je sais pourquoi, il y a l'argent de la CIA. Quand Libération mène des campagnes, alors Libération, on me dirait, appartient à un milliardaire aussi. Oui, voilà. Mais en fait, pourquoi ce milliardaire-là est tellement en pointe par rapport à d'autres? Libération est beaucoup plus virulent contre la Chine que le Figaro, par exemple. C'est quand même un paradoxe. Et donc, voilà, donc il y a ces journaux-là, et puis c'est pareil, quand ils publient, il faudrait chercher un peu, moi je le fais. Maintenant, j'ai arrêté de le faire, parce que chaque fois que je trouve, il faut chercher là où en fait leur information est fausse. Voilà. Il y a toujours Adrian Zenz qui est derrière, voilà. Et puis il y a toujours des choses qui sont dites. Et puis il y a aussi une autre méthode qui est tout à fait détestable, c'est l'emploi du conditionnel à répétition. Alors on ne sait pas, mais il y aurait une centaine de camps de concentration dans lesquels seraient détenus 300 000 éléments. On le sait ou on ne le sait pas. Voilà. Mais enfin, ils savent que le lecteur pressé va confondre le conditionnel avec le présent de négatif. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et il y a un certain mépris quand même de ces journaux envers leurs lecteurs. Et moi, je ne suis pas tout à fait triste qu'en fait, d'abord, ils soient en difficulté, ils ont des tirages de plus en plus réduits. Victor Dedage, le webmaster du Grand Soir, dit qu'un journal de merde qui meurt, c'est un peu de liberté en plus. C'est dit un peu crûment, mais je le crois. Et par contre, il y a eu récemment, et je le dis dans mon livre, une étude de l'Institut Reuters sur 38 pays, qui est sur la fiabilité, comment les gens voient la fiabilité de leur presse. La France arrive 37e avant la Corée du Sud. C'est-à-dire que 24% des Français seulement, dans cette étude, ont confiance en leurs médias. Voilà. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils n'ont pas confiance, mais malgré tout, ils les écoutent, ils les lisent, et puis ils les regardent, et puis ils les répètent. Vous savez, c'est le fameux paradoxe de quelle est la meilleure chaîne de télévision? C'est Arte. Hein. Qu'est-ce que tu as regardé à faire TF1? Voilà, donc c'est un petit peu le phénomène. Quel est le meilleur livre sur le Ouïghour? C'est celui-là. Qu'est-ce que tu as acheté? J'ai acheté le livre, un autre. C'est pas celui-là. J'ai acheté le dernier Goncourt. Et donc c'est un vrai problème d'ailleurs qu'on a, hein, parce qu'en fait, c'est difficile d'acheter ce livre-là. Moi j'avais écrit quelque part que j'étais sûr que pour Noël, personne ne ferait ça au pied d'un sapin. On ferait le Goncourt, le Renaudot, mais pas le mien. Hein. Et je craignais beaucoup d'ailleurs que quelqu'un m'offre un bouquin, qui soit le Renaudot, le Goncourt. Donc oui, c'est bien, mais enfin, c'est pas neutre non plus politiquement, idéologiquement. Hein, voilà. Vous savez, Jean-Paul Sartre disait le silence est un moment du langage, de sorte que si tu me parles de ça et pas de ça, je peux te demander pourquoi tu me parles de ça et pas de ça. Pourquoi tu me parles un petit peu du Ouïghour vu par le Figaro, ou par Le Monde, ou par Libération, et pas du Ouïghour vu par Vivace.
Il y a une raison, il y a un parti pris, voilà. Donc c'est ça. Et on se heurte à ça, et je crois qu'il y a une malédiction, y compris chez les camarades, de croire qu'un livre comme ça est un livre engagé. Moi j'ai des discussions avec sur Internet avec des gens qui me demandent, sur tout ce que j'ai dit, de prouver. Mais je dis, mais vous avez demandé aux autres de prouver? Alors moi, je refuse. D'abord, dans le bouquin, je prouve, mais je refuse d'avoir des discussions comme ça sur Internet avec des gens qui vont me faire perdre mon temps, à leur expliquer ce que j'ai mis dans mon livre, à leur donner la source que moi j'ai trouvée, qu'ils ont trouvé en allant voir sur Internet. Voilà, donc il y a ce phénomène-là qui est un peu bizarre. C'est une de nos difficultés, entre parenthèses. C'est qu'en fait, le nombre de menteurs est si grand que ceux qui disent la vérité sont obligés de prouver qu'ils ont dit la vérité, et ensuite ils se mettent en danger. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de journalistes ou d'écrivains qui vont écrire des livres comme le mien, même s'ils savent que c'est vrai. Je ne sais pas si je racontais dans un article du Grand Soir que j'étais au Tibet avec un grand journaliste, un grand reporter du Figaro et un grand reporter du Monde, et on était dans les montagnes, là, aux 4500 mètres, et on s'est mis à parler de Robert Ménard. Mon bouquin était sorti, donc il savait que j'avais écrit là-dessus. Il me parle de Robert Ménard, ils me disent du mal de Robert Ménard, ouais, il a fait ça, il a une fois, il a fait ça, il me raconte toutes les turpitudes de Robert Ménard, et à un moment donné, je leur dis, arrêtez, vous me dites ça à moi je le sais, dites-le à vos lecteurs. Et alors là, on a vu un ange qui est passé dans les montagnes du Tibet. Voilà. Et donc, le problème, c'est que voilà, c'est ça, c'est que nous, il y a des choses qu'on sait, mais si on les dit, on se met en danger. Vous connaissez le proverbe arabe, donne un cheval à l'homme qui a dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir. Si le socialisme chinois tombait selon les vœux de la CIA et de l'impérialisme américain, quelles en seraient les conséquences? Alors, à mon avis, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas retenir. Il y a 90 millions de membres du Parti communiste chinois, ceux qui étaient un peu membres, parce qu'il faut, pour être membre, il ne suffit pas de vouloir, hein, il faut mériter. Donc les communistes chinois sont plus nombreux que ça, et les Chinois, ce qu'ils voient, c'est que pour la première fois de leur histoire, ils sont dans un pays qui se développe, d'où la famine a disparu, d'où la pauvreté disparaît, un pays qui a des frontières sûres et reconnues, qui est doté de l'arme nucléaire, et qui en fait va de l'avant. Et donc il n'y a aucune raison qu'ils tentent l'aventure de laisser quelqu'un les démanteler. En principe c'est possible parce qu'en fait la Chine est une mosaïque de régions et avec des multitudes de langues aussi, des langues multiples, etc. Donc théoriquement on pourrait faire éclater ça. Mais le ciment qui existe, c'est cette conviction qu'en fait ils sont sur un système politique qui va les promouvoir, qui va leur apporter ce que Xi Jinping appelle une société de moyenne aisance, c'est-à-dire, voilà, c'est pas être milliardaire à tout le monde, mais enfin pouvoir vivre, se déplacer, etc. D'ailleurs, de plus en plus, on voit des Chinois qui se déplacent, on les voit en touristes un peu partout en Europe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, à mon avis, la Chine pourrait s'effondrer si les États-Unis leur balançaient dessus quelques bombes atomiques. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, les États-Unis n'existeraient plus. C'est Einstein qui disait, je ne sais pas avec quelles armes se fera la troisième guerre mondiale, mais je sais que la quatrième se fera avec des bâtons et du silex. En fait, tout sera détruit. Donc les États-Unis n'ont pas les moyens d'attaquer la Chine. Les Russes aussi ont une armée avec des technologies très très puissantes et très en avance, et notamment des missiles qui rasent les montagnes, qui arrivent, etc. Donc les Américains ont peur de ça, parce qu'en fait ce qu'ils font depuis qu'ils existent pratiquement, c'est qu'ils font les guerres. Ils ont quand même éradiqué une population entière. Hein. Quand on parle de génocide, c'est eux qui ont lancé le mot de génocide aux Ouïghours. Ils viennent des États-Unis. Mais c'est quoi qu'ils ont fait aux Indiens là? Il y avait combien? Il y avait 11-12 millions d'Indiens quand ils sont arrivés. Il en reste 250 000. Où ils sont passés les autres? Ils ont complètement éradiqué une population et ils viennent parler de génocide. Alors, ce qu'il y a, c'est que les Américains font beaucoup de guerres, mais en fait, ils les font avec une technologie super puissante, dans des pays qui ne sont pas puissants, qui n'ont pas les armes, etc. Et les Américains ne veulent pas avoir de morts. En général, d'ailleurs, souvent, ils peuvent tuer 800 000 mecs en Irak, mais eux, ils rentrent, ils ont quelques cercueils. Voilà. Ils ne veulent pas, voilà. Ils veulent pas mourir. Ils veulent bien tuer, mais ils ne veulent pas mourir.
de s'attaquer à la Chine, ça veut dire qu'en fait, il va falloir mourir. Il va falloir accepter qu'il y ait des villes aux États-Unis qui soient détruites. Et ça, ils ne veulent pas. Moi, je crois que c'est le fameux équilibre de la terreur. Voilà, donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est effectivement, ils le font très bien, c'est intensifier la guerre médiatique. Voilà. Donc, de façon que toutes les mesures qu'ils pourraient prendre, de rétorsion, d'amende, de taxes, de frontières, des choses comme ça, puissent voilà, inciter les gens à ne plus acheter des produits chinois. Ça, ils le font très bien. D'ailleurs, ça marche avec les Ouïghours. Hein. Il y a une campagne en France pour ne plus acheter des habits en coton, parce que ce sont des habits qui sont faits par des esclaves ouïghours. Ça marche, ça, mais ça marche à la marge. Voilà. Pour un mastodonte comme la Chine, ce sont des petites piqûres de moustiques sur un éléphant. Voilà. Donc ils le font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis on a nous, tous les chiens de garde qui aboient. Voilà. Vous savez que le général de Gaulle est mort. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème parce que je pense qu'il n'accepterait pas. De Gaulle appelait le monde l'immonde. L'immonde. Voilà. Ben, c'est pas faux. Voilà. Et donc, voilà. Sur le sort de la Chine, je suis assez optimiste. Sur ce qu'elle fera quand elle sera la première, on verra. Hein. Peut-être que je suis un peu naïf. Hein. Je ne sais pas s'il existe dans le monde une superpuissance qui n'a pas envie de dominer. Je ne sais pas. Mais après tout, pourquoi pas, hein, le monde peut devenir civilisé. Hein.